Louis Gauthier, on pensait que ça pouvait peut-être s'arranger. Là, quand on pense à ce que dit Maria Zakharova, c'est pas gagné. Hein. Mais c'est pas gagné, mais on est quand même rentré dans une nouvelle séquence qu'ont préparé les Russes. Ils ont paradé le 9 mai pour montrer qu'ils avaient symboliquement gagné la guerre, après la Grande Guerre, la guerre d'Ukraine. Et là, ils ont finalement choisi leur terrain. On s'est déplacé de Riyad à Istanbul, en Turquie. Et puis, ils jouent la montre, comme ils l'ont joué dans d'autres épisodes, sur les trêves, etc. À la fois pour gagner du temps sur le terrain, reconquérir territorialement des espaces, mais aussi dans cette négociation pour qu'on vienne sur leur terrain de jeu et sur leurs exigences. Et on a ces caractéristiques, deux formes de diplomatie, la diplomatie personnelle de Trump, brouillonne, très proclamatoire, et puis... il dit rien ne se fera sans moi. Bah oui, et puis cette façon russe, très traditionnelle, moi j'ai discuté, j'ai eu des négociations importantes avec les Russes dans la période Minsk, etc., qui est une méthode extrêmement éprouvée, où ils utilisent tous les moyens de la diplomatie, jusqu'à l'invective pour déconsidérer le futur négociateur, le faire sortir de ses gonds et de commettre une erreur. Pour l'instant, Zelensky n'a pas commis, et au contraire, il a essayé de se raccrocher avec les Américains en acceptant l'accord sur le minerai, avec les Européens, donc il joue le bloc de ceux qui sont ses soutiens, pour arriver dans une position qui soit un peu consolidée dans la négociation. Donc, mais on est quand même dans une nouvelle séquence, parce que de toutes les façons, quelle est l'alternative ? Les Russes ne vont pas conquérir l'Ukraine, qui ne pourrait pas dominer, et l'Ukraine ne reconquérera pas le terrain perdu. Donc on a comme solution quoi ? Le pourrissement, ce qui n'est ni bon pour aucune des parties, ou un gel. Et pour les Européens, en tout cas, ce qui est important, c'est que ce gel soit suffisamment contrôlé. Un gel de position, c'est ça. Gel, un gel de position. Okay. Arrêt du conflit, c'est pour ça qu'on dit cessation, cessez-le-feu. Cessez-le-feu qui est un préalable, qui n'est pas forcément un cessez-le-feu, on se met autour d'une table et on signe, mais que l'on constate sur le terrain. Donc ça peut être un cessez-le-feu provisoire, mais qui permet effectivement que les négociations ne se fassent pas au son du canon. Bien sûr. Gauthier Lebret, je vous ai vu ouvrir des grands yeux en entendant la porte-parole du Kremlin. Effectivement, quand on entend ce qu'elle dit de Zelensky, on se dit que ça ne va pas être simple. Il y a aussi, j'entends évidemment tout ce que vient de nous dire M. Gauthier, il y a aussi un autre scénario, et d'ailleurs c'est Donald Trump qui le dit, c'est que Vladimir Poutine roule tout le monde dans la farine. Donald Trump disait il y a quelque temps, j'ai la crainte d'avoir été pris pour un idiot. C'est-à-dire qu'il a mis une pression maximale sur Volodymyr Zelensky. Il faut reconnaître que personne ne parlait de volonté de paix de manière aussi claire avant l'arrivée de Trump dans le bureau ovale. Donc il y a la scène évidemment d'humiliation pour Volodymyr Zelensky. Après il y a des négociations, il accepte sur le principe l'accord de cessez-le-feu de 30 jours. Il y a évidemment la délégation des Européens ce week-end en Ukraine. Et il n'y a aucune manifestation de vouloir faire la paix du côté russe et du côté de Vladimir Poutine. Au contraire, même, il ne se rend pas à Istanbul. Il fait insulter par une porte-parole, par le prisme du porte-parole Volodymyr Zelensky de tous les noms. Oui, mais les délégations parlent, voilà. Oui, enfin les délégations parlent, Volodymyr Zelensky ne peut pas y aller, c'est normal s'il n'y a pas Poutine. Voilà. Ouais. Donc ça parle peut-être pour ne rien dire. Éric Nolot, Catherine Ney. J'ai entendu Gauthier Lebret dire que Vladimir Poutine ne voulait pas la paix. Je me sens moins seul, puisque c'est ce que je dis depuis le début. Écoutez, franchement, il faut rappeler... C'est évident, mais c'est normal que Trump ne veuille pas le voir, parce que c'est un jeu, c'est le jeu diplomatique. Enfin, il commence à le voir quand il dit j'ai peur d'avoir été pris pour un idiot. Ça, on l'avait compris juste avant lui. Mais les Russes n'accepteront rien d'autre en guise de paix que la vassalisation de l'Ukraine. C'est-à-dire une Ukraine désarmée, si possible avec un fantoche à la place de Zelensky, qui vient de se faire traiter de clown, qui pour eux n'est pas légitime, parce qu'il n'a pas été élu, il n'y a pas d'élection. En temps de guerre, c'est quand même un peu difficile, sous occupation militaire. Les Russes n'ont aucun autre but. Oui, que l'Ukraine devienne une Biélorussie bis. On peut discuter pendant 20 ans. Hein. Vous avez raison. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait dans leur étranger, obtenir la domestication, quelquefois en engageant la force, comme la Géorgie, la Biélorussie, et aujourd'hui la question de l'Ukraine et l'affaiblissement de l'Ukraine pour obtenir, sinon la vassalisation, la neutralisation, voire la domestication. Donc politiquement, c'est bien leur but. Ce qu'il y a, c'est que Poutine, il n'est pas un homme seul dans l'univers, il se voit infliger de nouvelles sanctions, les Européens viennent d'en prendre, y compris pour contrôler ce qui lui a redonné un peu d'oxygène, les flottes fantômes et l'exportation de son pétrole et de son gaz. Et donc, il a par ailleurs le Chinois
qui lui a dit des choses, y compris le 9 lors de la grande parade. Lula, donc il n'est pas un homme seul dans l'univers et il voit bien qu'il y a des éléments de contrainte. Et puis il a une économie qui est certes une économie de guerre, qui peut fabriquer du canon, mais pendant ce temps-là, sa population, elle compte d'abord aussi les morts, plus de 200 000 morts du côté russe au minimum, et puis des pénuries, parce que tout l'argent est consacré pour soutenir l'effort de guerre. Donc à un moment, et donc il nous rétablit dans son narratif. Au fond, il a toujours traité Zelensky de clown. Je suis désolé, mais voilà. Oui, non, mais là, c'est au moment où les négociations doivent s'ouvrir. Non, mais il revient volontairement dans un narratif symbolique à 2022, au moment où il déclare la guerre. Et il revient. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est aussi son opinion publique. Il veut faire croire qu'il va avoir gagné. En réalité, militairement, il n'aura pas gagné grand-chose, quelques kilomètres carrés du territoire ukrainien. Et donc, il faut qu'il obtienne aujourd'hui d'autres conditions, d'autres garanties de nature politique pour faire croire qu'il a gagné. Et c'est là où, effectivement, il y a de plus d'écart possible. Neutralisation de l'Ukraine, démilitarisation de l'Ukraine, éliminer Zelensky à la tête. Et c'est évidemment tout ce qui est inacceptable, y compris d'ailleurs pour Trump. Alors, Louis Gauthier, je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Emmanuel Macron a pris la parole cette semaine. Il a dit ce qui se joue en Ukraine, c'est notre sécurité, c'est la paix sur notre continent, et c'est la sécurité des Européens et donc des Français. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et deuxièmement, il a évoqué aussi la possibilité que la dissuasion nucléaire française soit partagée, et avec des avions, des Rafales, qui pourraient amener comme ça dans d'autres pays la bombe nucléaire. Alors, tout ça fait beaucoup de choses, effectivement, dans les annonces du président Macron. Alors d'abord, il a raison. Un conflit mal gelé au cœur de l'Europe, qui peut reprendre, c'est une zone d'instabilisation. Et deuxièmement, on peut faire confiance aux Russes pour passer, comme ils l'ont fait, de la guerre couverte à la guerre ouverte et repartisculer dans la guerre couverte, d'ailleurs, qu'ils mènent en permanence. Je rappellerai d'ailleurs qu'un avion russe, au moment d'une interpellation d'un bateau justement fantôme par les Estoniens, a violé l'espace aérien de l'OTAN aujourd'hui ou hier. Donc, il y a quand même des effets de démonstration, des provocations, des attaques cyber perpétuelles. Et donc, la question, c'est sur l'issue de ce conflit, la possibilité que la Russie adopte un comportement normé en relations internationales, et ça c'est la levée des sanctions, la réintroduction dans la communauté internationale, notamment européenne, et ce serait l'intérêt de tous les Européens, d'une certaine manière. Et puis, il y a comment aller vers une stabilisation, au-delà du conflit, une stabilisation de notre continent pour aboutir, au-delà de ça, à un minimum de sécurité et de confiance entre nous et de mesures de bonne foi pour qu'on puisse rétablir, sinon une architecture de sécurité, au moins une équation de sécurité viable. Donc là, le président Macron a raison de dire c'est pas simplement la sécurité en Ukraine, c'est aussi la sécurité des Européens, à preuve tout ce qui se passe dans d'autres dimensions. Catherine, un petit mot. D'ailleurs, il a commencé son interview en disant ce qui se joue, c'est notre liberté à terme, de tous les Européens. Mais là, ce qui est dans le jeu de Poutine, c'est drôle, c'est lui qui a lancé l'idée d'aller tous à Istanbul, enfin d'y aller, et donc Zelensky a très vite répondu « moi je suis prêt à y aller », on attendait sa réponse, et finalement, il envoie des seconds rôles, Yushakov, qui est son conseiller diplomatique, le suivra depuis Moscou, et Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, n'y va même pas. Et Trump, la réunion a lieu aujourd'hui, et Trump envoie Marco Rubio, mais seulement demain, en Turquie. Alors, on ne voit pas très bien à quoi aura servi cette réunion, c'est une étape, mais à quoi ça sert on attend. C'est un démarrage, et c'est un démarrage avec la volonté pour les Russes de l'établir sur une position de faiblesse de Zelensky et des Ukrainiens, y compris en les insultant, alors qu'ils sont arrivés en pack de force avec tous leurs ministres, leurs chefs d'état-major, etc., prêts à un deal. Donc ils vont évidemment, on n'est que dans un début, et le début commence pas très bien du côté ukrainien, mais les Russes vont devoir lâcher du lest. Parce que, je parlais de diplomatie personnelle de Trump, mais il envoie quand même Marco Rubio. Donc, à un moment, Marco Rubio, qui a eu ces échanges au niveau de Lavrov et de Tchakov à Riyad, s'attend à voir en face de lui ce type d'interlocuteur. Si Poutine n'y va pas,
à ce moment-là, évidemment, c'est pas tellement bon pour les Russes qui, pour l'instant, ont laissé croire quand même qu'ils accepteraient, qu'ils rentraient bien dans le processus de Trump. Louis Gauthier, ça va se régler entre Trump et Poutine, point barre. Voilà, c'est tout. Trump l'a dit. Trump l'a dit, il l'a dit dans son avion. Non, mais il a Trump dit l'a dit, il lui offre d'une certaine manière une porte de sortie. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, quand même, il y a 2 enseignements. Un, les Européens sont totalement absents. Et deuxièmement, on voit bien que l'objectif, c'est simplement de tester, d'essayer de faire en sorte que Zelensky dévoile éventuellement de nouvelles cartes. Est-ce qu'il est prêt à renoncer à certaines choses ? Là, Zelensky évite de tomber dans le piège, et ça, on l'a très bien compris. Mais à la fin, c'est vrai que Donald Trump, qui avant même le déroulement de cette réunion, dit de toute façon, tant que je ne parle pas à Vladimir Poutine, il n'y aura pas de règlement de la situation. Bon, honnêtement, les délégations qui sont en train de se parler, elles peuvent reprendre leurs affaires et rentrer chez elles. Parce qu'on voit bien que... Ou alors, on joue vraiment à la paix, on joue à quelque chose qui est complètement faux, parce que vont se dire à la fois l'équipe de Poutine, qui est pas du tout autonome dans les négociations, même si dans les mots, il faut qu'on avance. On a écouté. Elles ont dit, on est prêt à... Gauthier, dernier mot là-dessus, puis vous n'avez pas répondu sur la dissuasion nucléaire française. Dernier mot, c'est quand est-ce qu'on arrive à une désescalade au minimum sur le terrain. Deuxièmement, on voit bien où sont les nœuds de friction. Troisièmement, un bémol, les Européens sont unis. Il y a d'ailleurs le week-end prochain 7 conférences politiques, communauté politique européenne à Tirana. Et au contraire, ce qu'on a vu, c'est dans l'espace, dans les 2 mois qui sont passés où les Européens étaient très très loin des Américains, c'est plutôt que le pacte s'est reformé et que les Européens ne se sont pas divisés. Merz, Starmer, Tusk et le président Macron. Donc pourquoi ? Parce que les Européens vont apporter les garanties de sécurité nécessaires au fait que si un accord est signé, les Ukrainiens ne soient pas complètement abandonnés. D'accord. Et nous, les Français, on va partager la dissuasion nucléaire. Alors, la dissuasion... Dernier mot là-dessus. On peut envisager à un moment une européanisation, un élargissement, mais la dissuasion, ça ne se partage pas. La décision ne peut pas se partager. La fabrication ne se partagera pas. Les moyens ne se partageront pas. Et surtout, moi, je pense qu'on l'a toujours dit, que nos intérêts vitaux pouvaient intégrer les intérêts vitaux de nos partenaires, de leur sécurité. On l'a fait avec les Anglais, conférence des Tchéquers. Donc je pense que le président Macron a raison de dire que la dissuasion française peut participer à la sécurisation d'Europe. Mais attendez, la dissuasion, c'est le toit. S'il n'y a pas de fondation, si on n'est pas d'accord, si on n'a pas une politique et une doctrine commune, si on n'a pas des murs, c'est-à-dire une défense conventionnelle, si on ne s'entend pas sur la défense antimissile, excusez-moi, mais on ne passe pas du tir de canon César à la bombe atomique. Il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Donc, c'est une offre française. C'est plutôt bien que nos partenaires viennent sur cette discussion, parce que les Allemands, jusqu'à présent, dès qu'on leur parlait de dissuasion nucléaire, tournaient le dos, ne voulaient pas en entendre parler. Donc, c'est plutôt bien qu'il y ait ce mouvement de discussion. Mais... pour répondre à votre question, cette européanisation implique une européanisation de la politique de défense. Et deuxièmement, la dissuasion ne se partage pas parce que la décision ne se partage pas. Louis Gauthier, ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Merci beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On va parler de ce rapport sur la criminalité organisée en France et en Europe.